Le 10 octobre 1980, Claude Montreuil, 24 ans, est condamné à 12 ans de prison pour une série de vols qualifiés et de tentatives de meurtre. Claude Montreuil, c'est une personne qui a commencé très jeune dans le crime. Il y avait des dossiers juvéniles, comme on appelait à l'époque. Au 10e étage font leur ronde de surveillance. En passant devant la cellule de Claude Montreuil, ils constatent qu'un caisson de lumière a été arraché du mur et que le détenu manque à l'appel. Tentative d'évasion de Claude Montreuil. Le gardien Michael Lapierre est un de ceux qui se lance à sa poursuite. Moi, à l'époque, j'étais tout petit, j'avais 28 de taille, je mesurais 5 pieds 8 et demi, 145 livres, alors c'est à peu près la taille qui pouvait passer là-dedans. Alors, les plus gros gardes, eux, surveillaient d'autres... L'agent pouvait aller se promener dans les plafonds. C'était un petit peu spécial. J'ai d'autres collègues qui étaient avec moi. Puis là, à un moment donné, on avait de la misère à se suivre entre les plafonds. Il y a des collègues qui allaient plus en à droite. Il y en a d'autres qui me suivaient en arrière, qui étaient assez loin, parce qu'on essayait de vérifier tous les raccoins qu'il pouvait y avoir. Et dans les plafonds du 11e étage de Parthenay, la prison la plus sécuritaire au pays. 48 heures après sa disparition, malgré tous les efforts déployés pour le retrouver, le détenu demeure introuvable. Ils font ce qu'on appelle, en langage policier, une passe. Ils vont faire de la surveillance pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la banque. Est-ce que les conditions sont propices ou non à faire le vol. Alors, ils font quelques passes devant la banque. Dans un bar adjacent à la banque, ils mettent au point leur plan d'attaque. À 17h10, en ce vendredi 19 décembre, le duo est prêt à passer à l'action. L'agent de sécurité tente de le désarmer. Dans la bousculade qui s'ensuit, un coup de feu est tiré. Gravement atteint, l'agent, un père de famille de 45 ans, s'écroule au sol. Les deux fugitifs prennent la fuite, laissant l'homme grièvement blessé. 2 mois après son évasion, les policiers ont complètement perdu la trace de Montreuil. Le fugitif est d'autant plus difficile à repérer qu'il est continuellement en mouvement. Il connaît un Johnny qui travaille là, qui normalement le fait rentrer, mais ce soir-là, Johnny n'est pas là. Alors, il demande à parler à Johnny. Le portier lui dit non, Johnny n'est pas là. Si tu veux rentrer, il faut que tu payes ton cover charge comme tout le monde. Puis là, ça fait pas son affaire. Le ton monte. Et sans crier gare, Montreuil sort une arme qu'il braque au visage du portier. Ce dernier prend peur et remonte à toutes jambes l'escalier menant au premier étage. Montreuil ouvre le feu à plusieurs reprises, sans se soucier de la foule qui se masse devant l'entrée de la discothèque. Un premier projectile frôle la gorge du portier. Il tire un deuxième projectile, atteint le portier à une fesse. Tire un troisième projectile, atteint le portier à l'autre fesse. Tire un quatrième projectile qui va se perdre à l'intérieur du bar et atteint une innocente victime, une femme qui est blessée. Montreuil et sa copine quittent aussitôt les lieux à bord d'un taxi. Policiers et ambulanciers arrivent quelques minutes plus tard. Par miracle, les blessures des 2 personnes atteintes sont mineures et la fusillade n'a fait aucune autre victime. Montreuil, pas mal éméché. C'est un endroit qu'il connaît bien parce qu'il fréquente assidûment. Il connaît la fille qui est au vestiaire, il connaît la barmaid et il a l'habitude de s'asseoir toujours au même endroit. Et là, il arrive là et il y a des clients qui sont assis à l'endroit où il a l'habitude de s'installer. Donc, il n'est pas content, il ronge son frein. Et là, pour une raison que lui seul peut comprendre, il décide de s'en prendre un client pour une raison, parce qu'il pense que le client le nargue ou le regarde d'une drôle de façon. On se regarde, on s'échange quelques paroles. Il y a des menaces à ce moment-là qui sont échangées. Montreuil est hors de lui et vocifère des insultes, ignorant qu'il a affaire à un dangereux fugitif. Un des membres du groupe, un jeune travailleur de 21 ans, se lève et s'approche de Montreuil pour tenter de le calmer un peu. Et ça semble mal se passer. À ce moment-là, Claude Montreuil lui fait des menaces, comme quoi il allait le tirer, lui, au cours de la soirée. Et il lui exhibe même une arme à feu qu'il a avec lui. Puis le client, après, il est retourné s'asseoir à la table, puis là, il était vraiment shaké. Il a dit à son copain ou son cousin, il a une arme, puis il veut me tuer, puis tout ça.
La compagne de Montreuil tente de le calmer et de le convaincre de quitter l'endroit. Mais il ne veut rien entendre. Pris d'une rage meurtrière, il se retourne vers celui qui l'a confronté, pointe son arme sur lui et ouvre le feu. Atteint en pleine poitrine, le jeune homme s'écroule au sol. Grâce à l'écoute électronique, 3 adresses sont clairement identifiées par les enquêteurs. Et dès le lundi matin, la chasse à l'homme peut commencer. Et là, on a monté la garde partout. On a mis des policiers en embuscade toute la journée, une partie de la soirée, et en particulier sur la rue Préfontaine, parce qu'on avait des informations que Montreuil était pour s'y présenter à l'heure du souper. Vers 23 heures, on se rend compte que Imbeau et Montreuil ne se sont pas présentés et on décide de remballer. Alors les policiers rangent leurs mitraillettes dans leurs étuis, revêtent leurs paletots, descendent de l'immeuble. Au moment où les policiers sortent de l'immeuble, une voiture taxi arrive en trombe et s'immobilise juste devant eux. Ils jettent un coup d'œil à l'intérieur du véhicule et, à leur grande surprise, aperçoivent Claude Montreuil occupé à payer le chauffeur. Alain Imbeau est assis à ses côtés. Les policiers étaient souvent la cible des malfaiteurs lors de hold-up, lors de capture d'individus. On n'hésitait pas à tirer sur les policiers et les policiers n'hésitaient plus à tirer sur des individus qui menaçaient leur vie, avec raison d'ailleurs. La scène s'est déroulée à la vitesse de l'éclair et les policiers ont été pris par surprise. Et comme nous sommes au mois de janvier, ils portent de longs manteaux qui les empêchent de dégainer rapidement leurs armes de poing. Et ils savaient fort bien, les policiers, que s'ils hésitaient le moindrement, leur vie était en danger. Ils connaissaient Imbeau, ils connaissaient Montreuil, 2 individus prêts à tout, 2 individus qui avaient déjà tué et qui étaient prêts à tuer encore. Mu par son instinct de survie, un des enquêteurs s'approche rapidement du taxi. Puis, risquant le tout pour le tout, il simule une arme dans la poche de son manteau, ouvre la portière et ordonne à Imbeau et Montreuil de sortir, sans quoi il va tirer. Surpris par la menace du policier, les 2 fugitifs ont un moment d'hésitation, durant lequel ils essaient de comprendre ce qui arrive. Les policiers, eux, savent déjà que ce petit jeu peut leur coûter la vie. Montreuil songe un instant à brandir le revolver chargé à bloc qu'il cache sous sa veste. Mais l'enquêteur fait un nouveau pas en sa direction et insiste en pointant la poche de son manteau. Montreuil est alors convaincu que le policier est sérieux et qu'il ouvrira le feu au moindre geste de sa part. Il décide de se rendre sans opposer de résistance. Les policiers, lorsqu'ils l'ont fouillé, ont trouvé un revolver de calibre 38 sur Claude Montreuil. Les preuves contre l'accusé sont accablantes. Le 7 mai 1981, Claude Montreuil reçoit une sentence d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans pour le meurtre du jeune homme à la Terrasse Ontario. Sa période d'inadmissibilité sera ramenée à 20 ans par la Cour d'appel. Un mois plus tard, Alain Imbeau est lui aussi condamné à l'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération avant 15 ans, pour le meurtre de l'agent de sécurité de la Banque nationale. Les chefs d'accusation qui pesaient contre lui pour les autres vols qualifiés ont été abandonnés. Mais, crânant et se sentant toujours invincible, faut-il croire, Montreuil va déclarer au juge qu'il ne fera pas son temps, qu'il n'entend pas purger sa peine et qu'il va certainement trouver le moyen de s'évader à nouveau avant la fin de son terme. 15 ans vont s'écouler avant que Claude Montreuil, alias l'Évadé-Chat, ne mette sa menace à exécution. Le 12 octobre 1996, il s'évade du Centre fédéral de formation à Laval. Curieusement, pour une raison qu'on n'a jamais expliquée, à ce moment-là, l'un des plus dangereux criminels du Québec, Claude Montreuil, était détenu dans une institution à sécurité minimale. On se demandait qu'est-ce qu'un criminel endurci, un être extrêmement violent comme lui, faisait dans un pénitencier à sécurité minimum. C'est le processus normal là, qui mène vers un élargissement, mais était quand même assez loin là, de la fin de sa peine. Donc ça, évidemment, ça a suscité tout un tollé dans les médias.
Le 12 octobre 1996, en compagnie d'un codétenu comme lui condamné pour meurtre, Montreuil perce une brèche dans la clôture métallique entourant le Centre fédéral de formation à Laval et disparaît dans la nature. Son évasion met à nouveau les policiers sur les dents. Les policiers se doutent bien que le fugitif retournera en terre inconnue. Effectivement, ils ne mettent pas de temps à le retracer. Il fallait s'attendre qu'il était pour retomber dans ses mauvaises habitudes, qu'il était pour fréquenter les quartiers d'où il venait, ou les anciens amis qu'il avait. Ignorant si le fugitif est armé ou non, les policiers doivent attendre le moment propice pour l'arrêter. Un peu avant 16 heures, à l'intersection des rues Frontenac et Sherbrooke, Montreuil entre dans une cabine téléphonique pour y faire un appel. C'est le moment qu'attendaient les policiers. L'arrestation de Claude Montreuil lors de sa deuxième cavale, là, ça a été un jeu d'enfant pour les policiers. En fait, probablement qu'ils ne se méfiaient pas, ils ne surveillaient pas ses arrières. Les policiers l'ont cerné en sortant de la cabine, puis ils l'ont arrêté. Ça a été un jeu d'enfant, je pense. Au début des années 2000, ayant purgé le minimum de 20 ans qui lui avait été imposé, Claude Montreuil va bénéficier d'un élargissement progressif. Mais rapidement, il profite de ses sorties pour recommencer à fréquenter des criminels. Mis au courant des mauvaises fréquentations du détenu, les autorités le déclarent en liberté illégale et le remettent derrière les barreaux en avril 2002. En mars 2004, Claude Montreuil a demandé son transfert dans un pénitencier de Colombie-Britannique. Selon les rapports de la Commission des libérations conditionnelles, ce changement d'air lui a été salutaire. Depuis mars 2014, il jouit d'une libération conditionnelle totale, assortie de conditions très strictes.